mais c'est pas le bon mot, madame. Attends, je regarde. Ça change? Ben, c'est parfait. J'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Non, ça- Ça Là, au moins, fonctionne bien. Et si vous passez en mode diaporama, qu'est-ce que ça donne? Alors, je sais pas t'expliquer pourquoi ça marche pas. Hein. D'accord. Vous avez un écran ou deux écrans chez vous? Actuellement, je n'ai pas l'écran. Je ne vois pas l'écran. Je signale. Excusez-moi, je prends la parole. Excusez-moi, je prends la parole. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. On va arriver, pas la peine d'en faire de bonnes diapos. Ne vous fatiguez pas. C'est Vous avez bon. raison. Ouais. Je On m'entends peut bien. on zoomer. voit quelque chose et puis voilà. Attention. Bon, on y va comme ça, on continue comme ça alors. On continue Allez. comme ça me suffit. Oui. C'est très bien. Je n'ai pas entendu. Hein. Bon, ben, je commence et ça ne va pas, vous me couper. Bon, je vais simplifier la présentation vu l'heure. Oui, on avait entendu tout à l'heure le Rubix, enfin tout ça. Donc, Et là, voilà, oui. Là, effectivement, on voit que tu changes tes slides. Oui, on n'est oui, toujours oui. pas en mode diapo, mais Mais c'est enfin, là, on mieux voit que des rien. slides qui Hein. bougent. Tout à l'heure, on voyait aucune Ah. slide. Hein. pour l'instant, Si tu peux enlever la mise en forme de l'arrière-plan Mais sur on le s'en bandeau fout. de droite. Bon, enfin, tant pis s'il ne peut pas. Hein. j'entends très Ne vous embêtez pas. On arrive bien à lire le slide. C'est bon, on peut y Oui, aller. on Hein. arrive à voir. Ça va. Oui, comme ça, on arrive à voir. Je suis à la slide 19 et bon, je ne vais pas le détailler. Bon, mais donc, comment l'histoire de la cryptographie, je continue. Ça a commencé donc avec Diffie-Hellman et Merkel, qui a eu des problèmes, et c'est pas le seul. Bon, je ne vous montre pas l'histoire de Shamir qui m'a envoyé en 77 le rapport RSA. Bon, voilà, donc ça, je continue. Bon, alors maintenant, voilà. Donc, une preuve, puisque c'est bien de ça qu'on parle avec les zero knowledge, je prends la définition du Larousse, est un élément matériel, un témoignage ou un raisonnement servant à établir de façon certaine la vérité ou la réalité d'un fait, d'un acte ou d'un sentiment. Elle permet de démontrer, de vérifier ou d'attester une affirmation. Alors, en fait, pour être tout à fait rigoureux, on parle de preuves dans le cas des zero knowledge ou plus généralement dans le cas des protocoles interactifs. Et en fait, si on prend la définition rigoureuse, ce n'est pas une preuve, parce qu'il reste toujours un petit élément de probabilité non nulle que c'est faux, et on peut rendre cet élément de probabilité le plus petit possible. Donc c'est un epsilon que l'on peut faire tendre vers zéro. Alors, le terme français correct pour cela, c'est vraisemblance. Bon, c'est un petit détail, mais ça évite certains quiproquos. Bon, ben donc je vais. Bon, pour la petite histoire, et Louis était très marqué par cela, c'est qu'il faut savoir que le rapport RSA est daté en principe du 1er avril 1977 et il n'y a personne qui l'a publié. Donc, si vous cherchez bien, vous savez remonter au 6 avril. Il y a la preuve normalement que ce rapport est sorti le 1er avril, donc il a été modifié. On ne sait pas très bien dans quel sens. Il y a plein de rumeurs. Bon, pour bien comprendre ce que c'est une preuve ou une vraisemblance, il y a ce qu'on appelle la preuve par neuf. Je ne vais pas vous détailler ça. Vous avez sans doute appris l'enseignement primaire. Vous faites des additions, soustractions, multiplications et divisions.
voilà une preuve par neuf que vous avez devant vous. Et si correct, ben, l'application des nombres en question et la preuve doivent donner le même résultat. Si vous modifiez le résultat, pardon, c'est-à-dire que vous avez fait une erreur, les deux ne correspondent pas, et donc vous avez la preuve que c'est une erreur. Bon, c'est bien des genres de preuves qu'on parle. Alors, il y a d'autres algorithmes qui sont notamment utilisés pour vérifier les numéros de compte bancaire ou autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Lim. Alors ici, la Belgique se distingue par rapport aux applications de l'Europe parce qu'on n'emploie pas, en tout cas les banques n'emploient pas l'algorithme de Lim en Belgique, et ils emploient le modulo 97. Bon, alors maintenant, je vais un peu expliquer ce que c'est le zero knowledge, avec le temps qui me reste, qui va être très difficile. Donc j'ai été récupéré en les modifiant un peu, en les mettant à jour, etc. Mais c'est pour vous montrer donc, le cours de mathématiques donc, qui était dans l'Institut de mathématiques de Louvain. Donc c'est décembre 2012. Et donc, en fait, on démarre des contrôles d'accès. Donc ce qu'on appelle aussi le login. Alors bon, c'est très ancien. Ça a été inventé par un Américain qui s'appelle Barham. Il faut bien que quelqu'un l'invente en 1963. Il travaillait à la Rand Corporation. Et donc, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, il y a un prouveur et un vérifieur. Mais ça peut être aussi un visiteur et un gardien, une carte et un terminal, etc. Et donc, l'idée est d'envoyer son identité, je suis un tel, le terminal éventuellement vous dit trouvez-le moi, vous avez un password, un mot de passe. Donc, si vous mettez ça sous forme d'échange, ce qui est montré ici, vous avez bien trois envois du prouveur et un de l'ordinateur ou du vérifieur. Mais ce n'est pas très important puisqu'il dit simplement prouvez-le moi et donc il n'intervient pas réellement. Alors, ce protocole est encore utilisé aujourd'hui. Bon, c'est le plus ancien sur Internet et avant Internet. Alors, il y a plein de problèmes, évidemment. Il y a, d'abord, on peut espionner, il peut y avoir un faux prouveur qui a copié, qui utilise une identité fausse, ce qui arrive encore aujourd'hui. Il peut y avoir un faux vérifieur, ce qui a déjà moins d'intérêt. Et puis, il y a toute la base de données d'utilisateurs et de mots de passe, hachés ou non hachés. Et ça, l'actualité nous montre que c'est souvent ça qui est piraté. Alors, il y a plein de problèmes donc, du côté du prouveur, comme je viens de le dire. Du côté du vérifieur, on peut aussi espionner, on peut mettre un faux terminal. Il y a un problème aussi, éventuellement, par rapport à certains protocoles où on aimerait bien que plusieurs terminaux puissent vérifier, ce qui ne marche pas pour tous les protocoles. Et comment faire mieux? Alors, bon, une idée, c'est d'employer des choses qui sont utilisées qu'une fois. Ça veut dire que si on fait une copie, eh ben, c'est plus très utile. Et une autre solution, encore, c'est ne pas utiliser du tout le mot de passe. Et maintenant, il faut voir comment faire. Donc, le même, comment, c'est le même qu'avant, au lieu de le mot de passe, on prouve qu'on le possède sans le montrer. Alors on le prouve d'une façon sécurisée, évidemment, parce que si la preuve
contient une information sur le mot de passe, ce n'est pas très intéressant. Et si on répète, et finalement, le mot de passe va s'user. Alors que justement, le but de Zero Knowledge, c'est que le mot de passe ne s'use pas. Et pour cela, ben, ce qu'il faut faire aussi, pour que ça ne soit pas piratable, c'est qu'il y a une nouvelle preuve pour chaque interaction. Alors ça, c'est évidemment une réflexion très intéressante à avoir. Le prouveur, vrai ou faux, peut tricher et prétendre que c'est une nouvelle preuve alors que c'est une ancienne preuve qu'il a réutilisée. Et donc, comment faire? Eh bien, il faut aussi que les vérifieurs interviennent. Ça veut dire que le vérifieur va choisir une question auquel le prouveur peut répondre, mais qui est au hasard et qu'il n'utilisera qu'une fois. Donc, ce qui veut dire que si le protocole est bien fait, le prouveur, le vérifieur sera convaincu qu'il n'y a pas de rejeu ou de tricherie. Bon, donc, il faut aussi être convaincu qu'on ne veut pas copier du côté du prouveur ou du vérifieur les informations. Donc, il faut utiliser des objets qui sont tempo-résistants. Donc, par exemple, la carte à puce, un HSM ou quelque chose comme ça. Donc, les cartes à puce. Voilà, donc c'est bien le but du Zero Knowledge. Alors, on a la réflexion était encore un peu plus subtile que ça. C'est que un espion, une petite partie qui regarde l'échange, eh bien, lui ne sera pas convaincu que soit le prouveur ou le vérifieur connaît le secret, et il dira « Ah, je ne sais rien dire ». Ce qui veut dire concrètement que chaque échange entre un prouveur et un vérifieur, il est unique, et seul le vérifieur, dans le contexte que je suis en train de dire, va être convaincu que c'est vrai, parce qu'il a engendré un nombre aléatoire qu'il a envoyé à un moment donné et il a eu la réponse après. Donc, le temps intervient énormément et quelqu'un qui regarde simplement la transcription, il ne sait pas si ce qui se passe est en train d'être joué pour faire semblant ou s'il y en a des deux qui trichent, ou les deux d'ailleurs. Et donc, ça introduit ce qu'on appelle le concept de simulateur, c'est que quelqu'un peut simuler, sur base d'informations publiques, un protocole Zero Knowledge, c'est-à-dire faire le jeu, le scénario entre un prouveur et un vérifieur, pour lequel tout est correct. Et donc, ce simulateur pouvant tout faire à la place des vérifieurs, sauf que, évidemment, il n'a pas interagi avec le prouveur, et donc il n'a aucun élément qui lui permet d'être convaincu de quoi que ce soit, et il n'y a aucun élément non plus qui peut convaincre qui que ce soit. Donc, d'un mot de passe, le premier protocole très intéressant, c'est Fiat Shamir. Et puis, il y en a eu d'autres dont je vais parler si j'ai le temps. Alors, pour expliquer cela, à l'époque, j'ai employé la caverne d'Ali Baba. Je vais essayer quand même d'aller un peu vite parce que je vois que le temps passe, donc je vais en parler un peu plus tard si j'ai encore le temps. Alors, à part tout ce que j'ai dit, la propriété de simulation, etc., quelles sont les propriétés de Zero Knowledge? Il y a une complétude, c'est-à-dire qu'un prouveur qui connaît le secret, il peut prouver cela avec une probabilité 1 sans aucun doute. Il n'y a pas d'epsilon. Et le système est simple. La probabilité
comme je l'ai dit, qu'un prouveur qui ne connaît pas l'information peut être détecté avec une très haute probabilité. Ça veut dire qu'il peut tricher seulement qu'avec une probabilité très faible et qu'on peut rendre aussi petite que l'on veut en, par exemple, recommençant le protocole avec d'autres valeurs. Alors, bon, il y a encore le zero knowledge, évidemment, comme troisième propriété, qui est le fait qu'on acquiert simplement l'information. Le prouveur connaît le mot de passe, le PIN code, enfin l'information protégée, et rien d'autre. Alors, il y a deux types de, sans rentrer dans les détails, de protocoles. On peut supposer que le prouveur a une possibilité de calcul infinie. C'est pas très réaliste, évidemment. Et, on peut aussi supposer qu'ils sont bornés. À ce moment-là, on parlera d'argument de zero knowledge. Donc, ça peut être utilisé dans beaucoup de cas. Il faut faire attention quand même au zero knowledge parce que effectivement, il peut y avoir une attaque par le milieu. C'est ce qu'on appelle le problème en échec, par exemple, du grand maître, ou dans un autre contexte, le problème de la mafia. Quelqu'un fait faire un petit paiement et intercepte les communications et en fait va acheter chez un bijoutier. Alors, il y a des solutions qui ont été trouvées à cela. Mais évidemment, le problème, c'est que le protocole tel quel ne pourra pas résoudre le problème. Il faudra aussi prouver qu'il n'y a pas eu d'interception. Alors, malheureusement, je n'ai pas énormément de temps, donc je ne vais pas vous expliquer. Je vous enverrai les transparents, le protocole GT en tant que tel. Bon, j'ai fait ça au tableau en partie. Il y a quand même un point important, je répète parce que je l'ai déjà dit, mais avec d'autres mots, c'est qu'entre le prouveur et le vérifieur, eh bien, le temps est important, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les opérations sont faites est important. Le vérifieur intervient au milieu, donc après le challenge qui est envoyé. Le challenge, ça veut dire je vous donne, je connais le secret, mais je vous donne pas et je vous donne une information que si j'utilise dans vos calculs, va vous convaincre. Et le vérifieur intervient et puis le prouveur envoie le résultat. En fait, on peut voir ça d'une certaine façon mathématique. Ça revient à avoir une équation avec deux inconnus et donc le fait que vous avez deux inconnus fait qu'on ne sait pas résoudre pour trouver l'inconnu. Bon, alors maintenant, qui a trouvé ça? Bon, alors, il y a eu un papier à Euroclip 84 à Paris, où il y avait Mikhaïl Evakov qui intervenait, et Fischer. Et ce papier a été présenté, mais il n'est pas dans les proceedings. Et finalement, la vraie publication, c'est Golvasson, Mikhaïl Rakov, ce qu'on appelle le GMR. Alors, et comme beaucoup de choses en cryptographie, il n'y a pas que Merkel qui a eu des ennuis, et bien ce papier a été refusé 3 fois. Donc le manuscrit date de 82, et en fait il a été accepté sur une version abstracte à stock 85, et la publication complète à 89. Donc il a mis 7 ans à être accepté complètement. Et il n'a pas été présenté à une conférence crypto, ce qui explique que ça n'a pas nécessairement au début été très propagé.
Et en fait, la grande chance que nous, on a eue, donc Louis et moi, c'est que Louis connaissait très bien Goldwasser et Mikali avant moi, et en discutant avec eux, il a pu comprendre qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important et que donc il fallait réfléchir à cela. Alors, le papier important, le résumé, la flèche bleue montre bien que c'est un résumé. Le voilà. Alors, l'aventure de Goldwasser et Mikali est assez extraordinaire parce qu'ils ont commencé leur doctorat en 80, enfin, ils ont terminé leur doctorat, pardon, en 82. Ils se connaissaient bien à gauche. Ils sont toujours, en tout cas Mikali et Goldwasser, c'est un peu plus compliqué, depuis 83. Et tous les deux, en même temps, ont eu le prix Turing il y a quelque temps. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a fait plein de rencontres. Bon, par exemple, Gilles Brassard, qui vient aussi d'obtenir un prix Turing, eh bien, il a été invité chez Philips et Sœurs à Bruxelles pendant 3 mois au printemps 88. Et c'est durant ce moment-là qu'on a élaboré, enfin que j'ai élaboré plutôt, la caverne d'Ali Baba, et lui a servi de test. Et comme il connaissait très bien le sujet, bien sûr, c'est lui qui a évité les procédures de Crypto 89, où se trouve la pierre originale de la caverne. Gilles Brassard a été ici en France en 1994, il était directeur CNRS, et il a enseigné en même temps que moi pour le cours de cryptographie dirigé par Jacques Stern à l'ENS. Claude Trépeau aussi, qui a fait aussi pas mal de zero knowledge, et on avait même inventé ensemble, mais on n'a pas été plus loin, un clavier pour code secret. Alors, on peut parler un peu des brevets. C'est là. Il y a déjà longtemps, bien sûr, les 10 brevets les plus importants en cryptographie et le brevet de Fiat Shamir dedans, et GQ, le nôtre aussi. Alors, justement, Fiat Shamir, lui, il a été publié à Crypto 86. Ce qui veut dire, pas longtemps après l'acceptation du papier de Goldwasser, Mikali, Rakoff, et en fait, eux essayent de trouver une solution pratique à l'identification, et puis avec une astuce qui est appelée la signature. Bon, combien de minutes j'ai encore? Bien. Alors, j'ai mis ici Google Scholar, pardon. Et ce que vous voyez, c'est que le nombre de références a augmenté. Donc, on a eu, à un moment donné, le protocole zéro knowledge, plus personne n'en parle. Et puis maintenant, surtout avec les applications des crypto-monnaies, on en parle et on en parle de plus en plus, donc le papier est cité de plus en plus, et c'est vrai pour tous les papiers anciens. Alors, le papier donc, alors, ce papier de Adi Shamir et Fiat Shamir a eu beaucoup de chance, lui, par rapport à d'autres, parce qu'il a publié ça à Crypto 86, et Sherman Oglisco avait décidé qu'il n'y avait pas de proceedings. Ce qui fait que je n'ai pas pu y aller. Mon chef a dit, il n'y a pas de proceedings, il n'y va pas. Alors, bon, moi je n'étais pas content, évidemment, et j'ai démarré
une procédure, je dirais, et finalement, Ogisco a dû faire des procédures qu'il ne voulait pas faire au départ. Et grâce à ça, le papier de Fiat Shamir, notamment, a été publié. Alors, bon, Fiat Shamir, comment, Yves de Smet, Claude Gauthier et Samy Benjo, c'est le frère du Benjo bien connu en intelligence artificielle, a publié comment détourner ça. Et finalement, dans le journal de cryptologie, toujours le même Samy Benjo, Gilles Brassard, de Smet Gauthier et moi-même, on a montré comment faire pour rendre ce protocole tout à fait sécurisé. Voilà. Alors, bon, après Fiat Shamir, bon, ben, il y a GQ qui vient. Donc, c'est aussi une histoire incroyable. Donc, nous avons eu la chance d'assister aussi à Marseille au premier exposé public, entre guillemets, du protocole de Fiat Shamir. Ça se passe en juin 1986. On a venu un autre exposé à Londres, mais purement interne. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que Fiat Shamir a déposé le brevet en juillet 1986. Alors, bon, ça fait un procès. Pour dire une convenable. Finalement, il disant, d'accord, ça dépend de comment la validité d'un brevet dépend de la notion de ce que c'est le public. Et dans le procès qui a eu lieu en Grande-Bretagne, le public, ça veut dire qu'il y avait au moins 30 personnes dans l'audience. Alors, on n'a pas réussi à trouver les listes de personnes qui étaient au CIRM en juin, donc le brevet a été valable. C'est quand même un peu spécial. Et vous voyez ici, donc on voit bien le 9 juillet 1986. Deux chercheurs de France Télécom ont trouvé d'autres choses en zéro neige. Et en fait, la question suivante, c'était, oui, d'accord, Fiat Shamir, ils ont prétendu que c'était facile pour mettre sur une carte à puce. Pour les calculs, c'est totalement vrai, mais j'ai oublié quelque chose, c'est que la communication était énorme, la quantité d'octets à transmettre avec une carte à puce qui est quand même pas très rapide était énorme. Et donc, on a commencé à réfléchir à un certain nombre, et comment? En fait, j'ai découvert un protocole qui permettait de dire qu'on connaissait l'input d'une fonction de hachage sans donner l'input. Donc, mais l'output pouvait servir à prouver cela. Alors, j'ai montré ça à Louis, et qui m'a dit, tu as généralisé Fiat Shamir. Bon, on a un peu amélioré, on a vite fait un brevet, un article semi-Eurocrypt 88. Louis Guillaume n'y était pas, et je rédige le slide dans le train. Alors, c'est un truc qui m'a tourné. Je vois à Eurocrypt, attends, l'envoi revient un mois après, et il n'a pas été reçu, donc il y a eu un problème de poste en Suisse, à Davos, et le délai de soumission est passé. Donc, je contacte le programme share, je renvoie l'article, et l'article est accepté un mois après la date limite. Vous vous rendez compte? Alors, bon, c'était un article rapide. L'article complet, on le soumet à Crypto 88. Qui est chairman? Ben, Shafik Aghouassa. On est en famille, hein. Et en fait, il y avait deux papiers. Un papier de Louis Guillou, qui généralisait un concept de Goldwasser et Rivest, dans lequel j'avais rien à voir, et puis le papier de GQ. Alors, le problème, c'est que Shafi a voulu que les deux papiers soient fusionnés. Alors, bon, ben, on n'a pas fusionné, on a simplement mis paradoxal dans le titre et c'est tout. Et alors là, il y a eu à nouveau un malheur,
c'est-à-dire que bien sûr on parlait d'identité, mais par contre ça a été corrigé par un milliard chez Springer qui lui ne connaissait évidemment que l'imprimerie et les indentations, et donc c'est identité est devenue identité. Donc c'est pire que ça. À l'époque, on devait envoyer les articles avec agrandis. Il y a eu un problème avec la photocopieuse, donc les derniers, on n'avait pas détecté, les papiers, les pages n'étaient pas agrandies. Et donc l'éditeur technique du MIT, qui est chez Figawasa, a pris une fusion de l'article qu'on avait soumis et de l'article qu'on avait corrigé, et donc l'article ne ressemble absolument à rien. Donc c'est un petit peu de mon livre, malheureusement, le papier, malgré tout, il est quand même connu. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a présenté GQ à Krypton, eh bien, il y avait Amos Fiat, donc de Fiat et Shamir, qui nous trouvé et qui nous a dit, vous savez, voilà, je suis venu en moto de San Francisco, c'est pas mal quand même comme distance, c'est plus de 500 km. Je veux dire que j'avais parlé de ça à Duchamir, et Duchamir avait dit que c'était pas bon, et donc je n'ai pas soumis, et c'est vous qui l'avez trouvé. Donc vous voyez que il se passe plein de choses. Le brevet se fait correctement. Très vite, la société RSA nous demande de l'utiliser pour l'utiliser et avoir des licences. Nous sommes chargés de négocier. Le RSA c'était 30 $ par licence RSA et nous leur disons que c'est la même chose et ils acceptent. Et finalement, il n'y a pas de grande vente. En fait, ils vendent une seule licence à Novel pour test. Puis, Dorothée Denis, ancienne présidente de l'UACR, donc elle nous fait découvrir que Novel l'utilise pour obtenir une certification haute en sécurité dans leur système opératoire NDS. Et on doit estimer qu'environ entre 10 millions et 100 millions de systèmes l'utilisent. Vous vous imaginez la fortune. Donc, vous voyez là-dedans avec une faute d'orthographe dans Guillaume, mon network, et Novel a mal tourné, il a été racheté plusieurs fois, et en fait, le network fonctionne toujours, il y a une société qui le maintient, et donc, malgré que ce soit plus Novel en tant que tel, eh bien, on peut dire que c'est la nouvelle société qui s'appelle OpenText, on peut dire que ça fonctionne toujours. Alors, on a, en 96, avec mes étudiants donc à l'UCL, on a fait une carte à puce, une puce pour carte à puce, qu'on a appelée SCALP, Spark Card paiement limité. Et là, on utilise effectivement le protocole GQ et on l'a fait fondre en France. Alors, Fiat Shamir est utilisé aussi à la même époque pour authentifier les cartes d'abonnés dans les systèmes de télévision à péage, dans le décodeur. La carte est un prouveur, elle dit je suis une bonne carte. Le décodeur est un vérifieur, et en fait, quel est l'avantage? C'est que le décodeur n'a aucun secret, donc tout le monde peut vérifier que c'est une bonne carte, y compris le décodeur. En fait, on a été beaucoup piraté, en Afrique du Sud notamment, et au Japon, ça a encore été pire. Le brevet GQ, donc de 88, n'est toujours pas approuvé. Donc, ils ont traîné, etc. Alors, il ne le sera sans doute jamais, parce que pour qu'il soit approuvé, il faut payer. Si par hasard quelqu'un le fait,
je ne sais pas quelles sont les dates de péremption, mais en fait, voilà encore une situation incroyable. Maintenant, il y a plein de crypto-monnaies qui utilisent Revenus aujourd'hui, et il serait intéressant de voir un petit peu l'intérêt du concept pour les évolutions et autres. Ici, un grand outil pour ça, c'est Google Trends, et vous voyez que le zéro knowledge a beaucoup été utilisé jusqu'au début du siècle, et puis c'est vraiment le désert, et puis il n'y a pas très longtemps, ça remonte, et puis maintenant on est vraiment très haut. En fait, on n'a jamais autant parlé. Non, il faut rester modeste. Si on fait la même recherche et qu'on compare zéro knowledge et blockchain, vous voyez en rouge blockchain, en bleu zéro knowledge, vous voyez que zéro knowledge est complètement écrasé par blockchain. Alors, dernière idée du même genre, on se demande par rapport à Bitcoin, et là, vous voyez que les deux zéro knowledge et blockchain sont complètement écrasés par Bitcoin. Ça permet de voir un petit peu les écarts. Évidemment, c'est pas les mêmes concepts. Bitcoin, c'est surtout pour l'argent, etc. Blockchain, bon, mais c'est déjà plus important, mais pas beaucoup. Les zéro knowledge, finalement, globalement, c'est assez ignoré. Alors, les organismes de standard, je ne vais pas en parler trop du tout. Excepté pour un point, la plupart l'ont imaginé. En fait, il y a un organisme qui est hors des organismes standards qui s'appelle ZK-Proof, donc, et qui, lui, depuis déjà quelques années, fait une conférence annuelle et des débats et des groupes de travail. Il est associé actuellement avec Eurocrypt, et donc ça aura lieu le mois prochain à Rome. Alors, je reviens rapidement à la caverne d'Ali Baba. En fait, comment ça s'est passé? Très tôt, Philips France voulait utiliser GQ pour leur carte à puce. Enfin, les ingénieurs, je veux dire. Il fallait vraiment convaincre les directeurs, et on discute, et finalement, on me donne 15 minutes pour convaincre les directeurs, et ces directeurs, évidemment, ne connaissent rien en cryptographie. Alors, avec lui, on avait déjà pensé à des variantes, en employant des élastiques et des clous, ça fait penser à des isomorphismes de graphes, mais avec un labyrinthe, mais c'est trop compliqué, c'est-à-dire que l'idée est trop longue à expliquer d'abord avant d'arriver au concept. Et donc, je pars tout seul dans une autre direction. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la caverne d'Ali Baba. Et je l'ai testé très souvent. Il est resté 3 mois. On prenait au moins un repas ensemble chaque semaine avec Gilles Brassard. Alors bon, donc j'imagine la simple caverne. Je raconte ça à Louis, un petit peu aussi à sa famille, et nous décidons de présenter ça à Crypto 89. Trop tard, donc on le présente à la Room Session. Tom Verson, ancien président aussi de l'UACR, aussi, on ne le savait pas, écrivain un livre d'enfants, se propose pour mettre l'histoire sous forme de conte. Alors, comme je dis, tout se fait en famille. L'éditeur de Crypto 89, c'est Gilles Brassard, et donc ce fut accepté pour les proceedings. On avait informellement, on n'avait pas de review, avec maximum 4 pages. Voilà, alors il faut bien voir que la caverne, elle existe au moins en 15 langues, elle a été reprise à plein d'endroits, et il y a plein de gens qui n'aiment plus le nom. On va pas trop s'en faire. Alors, on est connu parce qu'il y a 11 auteurs, évidemment, d'articles dans
des recherches improbables. Mais bon, on s'est fait débattre et de loin depuis lors, puisque l'article du CERN sur la découverte expérimentale du boson, j'ai pas mis, parce que c'est trop, il a 2100 auteurs. Alors, en fait, j'ai parlé de la standardisation. Donc, l'organisme GSM-A se propose d'utiliser ce qu'on appelle les technologies qui permettent d'amplifier la protection de la vie privée. Pour eux, c'est la nouvelle frontière. Et en premier lieu, le zero knowledge. Donc, on va encore en parler longtemps. Alors maintenant, je vais un peu parler rapidement, j'ai presque fini, de brevet GQ. GQ, normalement, comment j'étais chez Philips, donc ces brevets ne me concernaient pas, mais quand il y a eu les problèmes avec Novell, j'étais plus chez Philips, et donc ils m'ont convaincu que de les aider et que par contrat j'aurais 25% des revenus. Ben, comme Philips et France Télécom ont perdu, je n'ai rien eu évidemment. GQ2, j'étais à l'UCL. Mon université n'a pas voulu participer, donc j'ai proposé à au brevet. Donc rien du tout. France Télécom a proposé 15%, et c'était vendu finalement dans une famille de brevets. Et le propriétaire, maintenant, il est fini, c'est un certain Nathan Myhrvold, qui est le fondateur du laboratoire de recherche de Microsoft et de bien d'autres choses. Voilà, alors, voilà une liste, j'ai presque fini, de crypto-monnaies et de zero knowledge avec leur utilisation. Donc, c'est évidemment pour pouvoir offrir des transactions anonymes et sécurisées avec preuve sur une blockchain. Alors, il y a d'autres utilisations, toutes récentes. Donc, voilà, vous voyez là une publication de Google Lab concernant les ordinateurs quantiques dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent et les codes électriques utilisés dans les crypto-monnaies, notamment Bitcoin. Et voilà l'entête de l'article en disant bien tous les problèmes. Donc, voilà. Ils disent on ne va pas publier l'entièreté de l'attaque, donc ils ne publient pas les circuits d'ordinateur, parce que ça pourrait donner des idées aux attaquants, mais on va vous prouver qu'effectivement, on a ces circuits. Et donc, ils emploient une procédure zero knowledge. Et surprise, ils ne citent que 3 papiers. Ben, d'abord, sur le papier de Goldwasser Mikhaïl Rakov, la caverne, et un papier sur comment utiliser les knowledge pour divulguer l'existence de vulnérabilités réelles. Donc voilà, donc vous voyez, ça c'est une publication qui date d'une bonne semaine et on est toujours là. Bon, chez post-quantique, c'est à discuter. Pour moi, c'est pas